sur ordinateur. Comme ça, on est bon. Donc, je vais présenter rapidement l'objet en fait de ce book club. Pourquoi on a choisi pour ce premier book club le livre de Samira Al-Ayashi. Alors déjà, en ce qui me concerne, c'est un livre que j'ai… Alors bon, déjà, juste pour revenir sur le club, c'est un club donc en ligne qui propose une pause littéraire d'1 heure, qui a pour but d'encourager les femmes à prendre le temps de lire, évidemment, à prendre le temps une fois par mois de lire un livre par mois, d'échanger sur des sujets qui nous concernent toutes, de mettre aussi en lumière des écrivaines contemporaines issues de la diversité, qui est aussi l'objet évidemment de l'association Femmes et Diversité. Et aussi, cette pause littéraire nous permet d'aborder des sujets qui intéressent les femmes et qui nous amènent à nous interroger sur notre rapport au monde, à la société, sur des questions féminines qui nous concernent. Et donc, on a décidé de limiter ce temps de parole à 1 heure pour permettre à toutes de prendre la parole et de faciliter les échanges. Donc, je vais tout d'abord vous présenter Samira Al-Ayashi, que je suis ravie d'avoir parmi nous. C'est une romancière qui débute à l'âge de 27 ans avec son premier roman, La vie rêvée de Mademoiselle S, aux éditions Sarbacane, puis 40 jours après ma mort, aux éditions L'Aube, publié en 2013. Je n'ai pas encore eu le plaisir de lire, mais ce sera mon prochain. Les N'entends plus. Est publié en 2019, à la rentrée littéraire 2019, et c'est ton 3e roman, Samira. Alors, nous avons choisi Les femmes sont occupées car, à mon sens, c'est un livre qui parle à toutes les femmes, célibataires ou non, parce qu'il aborde des sujets très contemporains, notamment la solitude d'une mère dans l'éducation de son enfant, l'intransigeance que subit la femme dans ses rôles de mère, d'épouse, de personnes sociales, de femmes, d'amante aussi, mais aussi il pose la vraie question de la puissance que la femme incarne lorsqu'elle jongle avec les différents pans de sa vie, de toutes ces facettes de son Tu peux me mettre le wifi s'il te plaît sur l'ordi? J'arrive pas. Coupe ton micro, Sophia, s'il te plaît. Oh punaise, je sais pas. Attends 2 secondes, excuse-moi. Alors, ce que je disais, c'est que personnellement, ce livre m'a beaucoup touchée parce que j'ai moi-même été longtemps mère célibataire de 2 enfants et j'ai dû effectivement jongler avec différents pans de ma vie professionnelle, intime aussi. Il y a Ijou qui nous rejoint, tout en résistant à un patriarcat latent. Donc ça, pour moi, en tout cas, c'est un film qui m'a, c'est un livre qui m'a énormément touchée. Par ailleurs, je trouve l'écriture de ce livre très légère, il est très facile à lire, il est drôle. Je l'ai trouvé d'autant plus touchant parce qu'il parle à la 2e personne du singulier, comme pour créer un effet de miroir, comme pour nous amener à nous interroger, à nous regarder en face et à finalement incarner le rôle de cette héroïne ordinaire, finalement. Alors, j'aimerais, si vous me permettez, poser la première question et ensuite je vous invite à poser les questions que vous voulez. C'est un temps d'échange pour toutes, donc voilà, peut-être lire quelques passages. Enfin, moi, j'ai préparé plusieurs questions, mais je commencerai par la question qui me paraît évidente. Samira, qu'est-ce qui t'a amené à écrire un tel livre? Alors, bonjour à toutes. Bonjour. Je suis vraiment ravie, chère Leïla, Jade, je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'on dit. Merci beaucoup de cette invitation pour plusieurs raisons. À la fois ce que tu imagines par ce book club de donner un rendez-vous régulier pour que les femmes prennent le temps, un temps pour elles, qui est précieux, qui est justement de nourrir cet espace intérieur, cet espace intime, cet esprit, l'esprit, qui, j'ai pu remarquer, effectivement, est quelque chose qui est souvent laissé de côté par les femmes, notamment quand elles commencent à devenir mères. À un moment donné, la charge domestique prend tellement de place que il me semble que ce qui est le plus vite délaissé, c'est justement ça, nourrir l'esprit. Alors, par où démarrer?
vous dire qu'effectivement, quand j'ai commencé à écrire ce 3e roman, à un moment donné où j'observais les femmes autour de moi, j'étais aussi dans une période de ma vie très, très occupée et j'étais très, très étonnée du silence autour de la réalité de ce que vivent les femmes contemporaines dans un pays comme le nôtre, où il y avait pour moi la promesse de l'égalité homme-femme, la promesse que chacun pourrait comment dire, se déployer, s'émanciper et participer aussi parce qu'il est à cette société dans laquelle elle vit. Alors, j'ai tout de suite regardé autour de moi et vu que les femmes étaient débordées, étaient suroccupées, elles n'avaient pas le temps pour elles et elles n'avaient même pas le temps pour lire. Lire devenait un luxe. Ça passait même pas à l'esprit de certaines femmes avec lesquelles j'ai discuté de lire. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui structurellement et empêche qu'une femme, qui pour moi est d'abord une citoyenne, ait le temps et la possibilité de se déployer. Et effectivement, quand j'ai commencé à faire des recherches, je me suis aperçue que ça conservait la situation de la monoparentalité. Ça touche énormément de monde. On est quasiment à 3 millions de femmes, et combien d'enfants concernés par cette question-là, avec quelque chose qui pour moi relève un peu d'un scandale, qui est l'abandon total de ces familles. Il faut savoir que la moitié des familles monoparentales vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'on laisse quand même les gens dans une forme de précarité sociale, existentielle, et ça m'a beaucoup marquée. Donc j'ai commencé à vouloir parler de ce sujet-là avec ce roman « Les femmes sont occupées ». J'entends pas. Mon micro. Oui, effectivement, moi, ce qui me paraît très intéressant dans ton livre, c'est qu'effectivement, il y a une discrimination qui est structurelle dans nos sociétés. D'ailleurs, je crois que les femmes travaillent gratuitement depuis le 4 novembre à 16h16, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, il y a une précarité qui est liée déjà à notre sexe. Mais elle est d'autant plus aggravée lorsqu'on devient célibataire, mère célibataire, parce qu'elle a forcément, c'est quelque chose qui est très bien évoqué dans le livre, c'est que dès lors qu'une femme se sépare ou qu'elle se retrouve avec un enfant à charge, eh bien, elle a forcément la garde classique, ce qui va avoir un impact important dans sa vie sentimentale, personnelle, mais aussi économique. La gestion du temps finalement. Donc elle se retrouve avec une responsabilité qui va l'empêcher finalement de réaliser ses rêves, ses besoins, et aussi je pense, d'être vraiment actrice de sa vie. Donc, ça, c'est-à-dire que le roman s'ouvre par quelque chose de finalement très banal, qui est une rupture amoureuse, mais il faut savoir qu'un couple sur 2 se sépare, donc quelque chose jusque-là tout à fait ordinaire dans le monde qu'on vit, sauf que ça vire en drame pour une femme, dès lors que du jour au lendemain, elle se retrouve aussi seule face à une responsabilité uniquement parce qu'elle est femme et qu'elle se doit de travailler non pas seulement pour s'épanouir, bien sûr c'est important, mais juste pour travailler et pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc c'est vrai que j'ai démarré volontairement mon roman ça s'ouvre par une rupture amoureuse, et j'avais besoin aussi de dire que c'est un vrai chaos qui surgit. On n'a jamais le temps dans le monde actuel de prendre le temps de dire la douleur d'une séparation qui est un chaos qui reconfigure tout. Sauf que là, en plus, il y a effectivement une autre responsabilité qui est, dans mon roman, il y a l'autre personnage qui s'appelle Petit Chose, qui est donc l'enfant. Mais la particularité, c'est qu'il s'agit d'une jeune femme avec un enfant en bas âge. C'est-à-dire que dans les 3 premières années, c'est quand même très particulier ce qui se passe. L'enfant a un besoin impératif, impérieux d'être accompagné. Et ce besoin d'accompagnement, pour moi, était criant, était à l'inverse de la solitude dans laquelle la jeune mère se retrouve, un moment de sa vie où elle doit aussi se développer et se déployer professionnellement. C'est-à-dire qu'entre 30 et 40 ans,
l'héroïne de mon roman se retrouve dans une forme d'impasse où on lui fait croire que ce sont des choix individuels et personnels. En gros, il fallait choisir le bon compagnon, ou etc. C'est une histoire d'amour malheureuse, etc. Et ce qui masque la réalité dont j'avais envie de parler, qui est que cette héroïne est victime d'un système qui va donner des privilèges aux hommes, et au-delà des hommes, c'est aux citoyens masculins, et on se prive, et c'est surtout ça pour moi dont j'avais envie de parler, c'est qu'on se prive de l'apport et de la contribution de cette femme, parce que cette femme, elle est citoyenne, elle a des rêves, elle a des apports, elle écrit sa thèse, elle a une pièce de théâtre à monter, donc au-delà de la douleur invisible, il y a aussi une autre douleur que nous payons collectivement, c'est que nous sommes privés de la contribution et l'apport de l'héroïne de mon roman, mais aussi des femmes en général. J'entends pas. Il faudrait remettre le micro. Là, c'est bon? Ah, Vous m'entendez? voilà. Oui, justement, c'est bien que, Samira, que tu parles de ça. Moi, justement, j'ai fait des études de psychologie avant de faire des études de tourisme, mais j'ai fait 3 ans. Et les 3 ans, les 3 premières années en psycho, on nous apprend on travaille beaucoup sur la psychologie de l'enfant. Et alors ça, ce sont des bases, j'ai envie de dire internationales, un petit peu, hein, parce qu'ils sont tous plus ou moins d'accord là-dessus, pour dire que dans les premières années, dans la partie de l'enfance en tout cas, le rôle de la mère est primordial. Et ça, je pense que c'est ce qui fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, le rôle de, d'ailleurs ils nous le disent en cours, hein, en cours magistral, hein, c'est les profs hein, qui nous le disent clairement. C'est aussi pour cette raison que la garde est accordée d'office quasiment à la mère, oui, d'office on peut le dire à la mère, parce que les psychologues ont déterminé que c'était elle qui portait le rôle le plus important dans la construction de la psychologie de l'enfant dans les premières années de sa vie. Donc déjà, par contre, ce que tu fais, ce que tu mets en lumière dans ton livre, et ça, c'est vrai que c'est peut-être c'est révélateur aussi de toutes ces violences que les femmes subissent, parce que justement, il y a la question économique, il y a la question sociétale qui t'impose en fait de garder l'enfant, de devoir subir entre guillemets, parce que c'est quand même tu subis quand tu dois subir la garde de l'enfant, la garde, et quand je dis garde, c'est le nourrir, le laver, le jouer avec lui, passer à l'éduquer, quoi. Et, et ça pose la question de se dire, est-ce que finalement on s'est pas planté? Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des modèles de société qui renversent complètement la vapeur, par exemple dans les pays du Nord, où on commence un petit peu à changer aussi avec le congé parental qui est modifié aussi en France. Bon, après, il est modifié d'une façon un peu douteuse sur certaines choses, mais malgré tout, le fait de donner plus de place au père, de lui dire, non, le congé parental, il faut aussi que tu le prennes, et c'est aussi une manière de dire, il y a eu, on s'est peut-être trompé sur la manière d'aborder l'éducation de l'enfant et de sa psychologie. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Samira. C'est effectivement intéressant de faire un petit tour dans l'histoire, hein, de voir qu'est-ce que d'autres ont dit à ce sujet. J'aurais envie de parler de Claude Lévi-Strauss, qui a quand même relevé plus de 5000 types de structures familiales différentes. C'est-à-dire que le modèle tel que nous le connaissons aujourd'hui, de papa, la maman, les enfants, ou la maman seule avec les enfants, est quelque chose de complètement construit dans l'histoire et qui n'arrive pas... il n'y a pas des causes typiquement biologiques. On le sait bien aujourd'hui que c'est quelque chose qui se construit et que le patriarcat a largement construit cette structure-là qui donne avantage à la société telle qu'elle est créée, qui permet de garder des avantages et des privilèges, mais du coup elle peut être complètement remise en question. La preuve, il suffit qu'on ait juste une preuve dans le monde, par exemple une organisation dans les pays du Nord, pour invalider que c'est quelque chose de naturel. Il suffit juste de voir ça. Ce que j'en pense, c'est que on ne regarde pas assez la souffrance causée à cette femme, à ces nombreuses femmes, parce que oui, c'est une magnifique rencontre que de vivre la maternité, de vivre une rencontre avec une altérité
qu'est cet enfant, qu'est ce petit chose pour l'héroïne. Ça, c'est une chose. Mais l'autre, c'est dans quelles conditions cette rencontre s'exerce. Et ce que dit mon héroïne, c'est que le monde est fait pour deux catégories. Les hommes, les femmes riches, les autres se retirent sur la pointe des pieds en riant doucement et en s'excusant. C'est-à-dire que ce dont je voulais parler dans mon roman, c'est tout doucement de faire une sorte de glissement et de dire attention, de quoi parle-t-on? Dès lors qu'on aborde le sujet de la maternité, on est un peu coincé parce qu'on va de la femme, des libertés, on va l'aborder sous l'angle du genre. Or, pour moi, c'est une lutte des classes qui n'a pas eu lieu. Si on regarde un petit peu les choses autrement, c'est la situation économique et la précarité des femmes et le fait qu'elles soient moins bien payées, qu'elles aient plus de charges qui ne sont pas valorisées comme telles dans la société, qui fait qu'elles doivent cumuler plusieurs emplois et qu'elles doivent cumuler un travail domestique, puis un bénévolement qui n'est par contre pas valorisé dans le carrière des hommes parce qu'elles construisent. Et je trouve ça dramatique en tant que femme de participer économiquement à maintenir un système qui, en plus, qui en plus ne lui permettent pas à elle de co-construire. Donc voilà, il y a quelque chose d'un petit peu ironique qui, en tant que moi, romancière, me dit mais il y a quelque chose à venir travailler pour comment réussir à faire un pas de côté sur un sujet qui est si délicat, parce que oui, j'ouvre, je pense, un peu quelques tabous. Je dis que la maternité, c'est beau, mais que c'est aussi très compliqué, que c'est très difficile, et que ça reste un sujet que jusque-là, on a très peu... Enfin, bien sûr, la littérature aborde cette question-là, mais j'avais très, très envie de l'aborder sous un angle, comme vous voyez, mon héroïne n'a pas de prénom, n'a pas de nom, ça concerne toutes les cultures, toutes les origines, et pour moi, il y a un combat commun à cet endroit-là. Merci Samira, moi j'aimerais intervenir parce que tout ça, ça a été passionnant, enfin, le livre et moi je trouve que c'est un livre qui est très courageux parce qu'il dénonce justement des choses qui sont ancrées. Je vous ai partagé un podcast que j'écoute qui sont Les couilles sur la table et qui a abordé le congé paternité, le miracle. Et en fait, justement, ils abordent cette question où on a créé de toutes pièces cet instinct maternel, où on a créé de toutes pièces toutes ces injonctions et qui sont tellement bien ancrées chez nous les femmes, chez les hommes, dans cette société, qui fait que ça soulève... Enfin, c'est un millefeuille en fait. On a ce problème où il n'y a pas d'égalité dans les foyers, ce qui fait qu'il n'y a pas d'égalité dans le monde professionnel, ce qui fait que voilà, ça engendre inégalité sur inégalité et on paye le prix fort. Et le souci, c'est que, et ça on le voit via votre livre justement, où moi j'ai relevé plein de passages qui m'ont vraiment frappée et des mots comme la justice est un homme, l'absent est glorifié, où justement... encore une fois, c'est tout un système, toute une société qui est là pour l'homme, en fait. Et c'est marrant que j'ai fait le parallèle parce que je l'ai écouté dans la semaine et j'ai terminé aussi votre livre. Et voilà, c'est tellement profond et enraciné, en fait, que ça en donne le vertige. Des fois, je me dis, mais comment on s'en sort, quoi? En fait, c'est toute la nouvelle génération qu'il faut rééduquer. Et on est dans une société où la justice dit, comme vous le soulignez, Sophia, bah, l'équilibre de l'enfant, c'est la maman, c'est machin. Ce qui est, voilà, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses voilà, qui sont différentes. Ça en fait un sujet super complexe, en fait. On a l'impression, on peut avoir l'impression, surtout pour les hommes, c'est que dès qu'on touche à ça, bah, oh non, non, parce que si on touche à ça, on touche à tout le système. On déconstruit toute notre société, en fait. C'est ça qui est vertigineux. Vous savez, j'ai commencé à écrire ce roman juste avant que l'affaire Weinstein explose. Donc, c'est-à-dire que ça a été un moment incroyable pour moi à ce moment-là, parce que jusqu'alors, la réalité de ce que vivaient les femmes, on avait l'impression que c'était quelque chose de complètement subjectif, ou faux, ou inconséquent, ou on n'avait pas vraiment mesuré ou reconnu tout simplement la réalité de ce que vivent la moitié de l'humanité. Hein, on parle de ça. On ne parle pas de quelques femmes, on parle pas que quelques femmes dans un bout de coin de terre, on parle quand même de la moitié de l'humanité qui, pour le simple fait d'un genre différent, on se retrouve effectivement avec une situation
avec des droits qui ne sont pas égaux, tout simplement. Et effectivement, j'ai un peu réfléchi en écrivant ce roman, et vous l'avez peut-être vu, j'ai donc voulu mettre en miroir cette période MeToo, qui pour moi est la grande révolution des dernières années. C'est très précieux ce qui est en train de nous arriver. Si on arrive, nous, et c'est pour ça que je salue ce travail que vous faites du Book Club et de tous ces moments de sororité, de conversation entre femmes, si on arrive à comprendre profondément ce qui se passe, il doit y avoir un changement de paradigme radical. Et j'ai voulu mettre en miroir cette révolution en cours, mini-révolution en cours, avec effectivement la révolution des années 70, la révolution sexuelle des années 70, avec cette héroïne qui est Anaya, et voir comment finalement 2 femmes de 2 générations doivent encore faire ce travail-là, doivent toujours. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui sera jamais gagné, et c'est pour ça que c'est beau finalement qu'on fasse cette réunion ce jour-là où il y a la manifestation, où effectivement j'ai très envie d'être présente, parce que pour moi c'est quelque chose que vit l'héroïne dans le roman. Elle est tellement occupée qu'elle n'a pas le temps de faire la révolution. Et c'est ça le grand drame, c'est que les femmes ont une charge domestique beaucoup plus forte que d'autres, mais par conséquent, elles n'ont pas du tout la possibilité de penser d'un point de vue politique leur situation. C'est renvoyé à une affaire privée, t'as pas choisi le bon compagnon, t'as pas choisi le bon mari, à des choses qui sont complètement accidentelles, et je trouve intéressant tout ce qu'on est en train de faire, tout ce que les femmes sont en train de faire, tout ce travail de déconstruction, qui est simplement de dire, regardons la situation d'un point de vue historique et d'un point de vue politique. Comment est-il possible qu'une nation, dans un pays démocratique, on en arrive avec ce type de considération à l'égard de la femme, ce type de violence ordinaire, malheureusement que la femme a intégré. Et c'est ça qui est le plus difficile, et c'est ce que vit mon héroïne, et ce que j'ai dû vivre en écrivant ce roman qui n'était pas inintéressant. J'ai dû faire un voyage qui est d'aller déconstruire en moi, comme héroïne a dû le faire aussi, toutes ces zones autosexistes. Vous voyez, à un moment donné dans le roman, elle se retrouve à vouloir partir en vacances et à vouloir simplement mettre son enfant, petite chose, dans son siège, et à vouloir que ce soit validé par un homme. Et elle me dit, mais comment c'est possible qu'une femme qui revendique son émancipation a besoin que ce soit validé par un homme? Vous voyez? Donc c'est aussi toutes ces zones de contradiction des femmes qui a aussi être envie d'être pris en charge. J'appelais ça, en citant un livre, le complexe de Cendrillon, a aussi envie d'un homme viril, parfois. Enfin, c'est tout ce travail de déconstruction qu'on doit faire, parce que nous avons participé en tant que femmes à construire aussi cette réalité que nous vivons, puisque nous prenons en charge bénévolement, gratuitement, toutes les charges domestiques, parce qu'elles sont valorisantes. Et c'est parce qu'elles sont valorisantes que tout le monde veut être une bonne maman. Donc c'est valorisant d'être une bonne maman finalement. Alors que un bon père, un homme peut choisir s'il a envie d'être bon père ou pas. C'est ça qui est très différent. C'est quand l'homme peut décider de prendre sa place de père ou pas, là où la femme est contrainte. Et c'est là que je me dis, ça peut être dangereux, parce qu'il peut y avoir des violences aux enfants, il peut y avoir des drames, parce qu'à un moment donné, c'est aussi pour moi lié à la société qui a changé et qui s'est individualisée, qui s'est refermée autour d'une cellule très petite. Peut-être que dans mon roman, le personnage du père lui dit, mais nous avant, c'est un peu la double peine pour les femmes, parce que nous avant, dans les familles, il y avait toujours des adultes, des tantes et des gens qui prenaient en charge les mères, mais vous les femmes, vous êtes vraiment toutes seules. Et c'est un peu ce que dit Anaya, c'est un peu ce qui est en train de se passer, la prochaine grande révolution, c'est ce qu'on est en train de faire autour de ce qu'on appelle la charge mentale, les charges domestiques, etc. Leïla, on ne t'entend pas. Si tu veux reposer une question, Ménel? Je vois que Sophia, elle voulait ou dire quelque chose aussi. Alors, moi, je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Samira, parce que c'était un des points que je voulais aborder dans cet échange aujourd'hui, c'est la question de la maternité. En fait, la maternité, on en revient quand même à des questions très, très, très,
très, très ancienne, hein, qui remonte même à... Enfin, on peut en revenir même aux essences religieuses avec Adam et Ève, avec Ève qui porte quand même la culpabilité, Adam qui est plutôt innocent finalement, puisqu'il a été tenté. Mais voilà, question de la maternité où on va porter une certaine culpabilité, enfin, la responsabilité, culpabilité, si tu veux. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça dans le livre, surtout quand on parle de cette mère qui abandonne ses enfants, qui fait un burn-out et qui abandonne ses enfants. Donc, où à nouveau, on lui refait peser le poids de ses responsabilités et de sa culpabilité, clairement. Et à aucun moment, on remet en cause la culpabilité du père, qui, lui, a largement abandonné, bien avant la mère, ses enfants, et pour lequel on ne va pas poser de questions ni faire de moindres réprimandes. Et finalement, la double peine, c'est qu'elle n'a pas le droit de s'accomplir en tant qu'humain, on va dire, hein, socialement parlant. Et en plus, on lui donne une deuxième chance de rattraper sa culpabilité en lui donnant un sursis qui la remet finalement dans son rôle qu'il a mis en surcharge mentale, quoi, en fait. Donc voilà, donc la question de la maternité que je voulais donc voir avec toi, mais tu en as plus ou moins parlé, et justement de la transmission des femmes. Et je me dis, là, tu nous ouvres aussi un espoir, parce que c'est vrai que sur la fin du roman, tu parles beaucoup de la sororité, de ces réunions de femmes, de ces collectifs qui travaillent ensemble sur une autre société, un autre modèle. Et voilà, donc même s'il y a une transmission effectivement qui culpabilise, qui permet aussi de cimenter la société le patriarcat dans laquelle on vit, et qui fait qu'il y a ces femmes qui subissent des violences verbales, physiques dans leur couple et dans leur foyer, mais et qui sont des fois, souvent on en a parlé d'ailleurs avec Leïla, moi j'ai des cas autour de moi, et pas qu'un seul malheureusement, de femmes qui sont restées dans une situation très difficile, violente, parce que d'autres femmes, notamment leur mère, hein, la plupart du temps, leur disaient non, il faut patienter, il faut rester comme ça, mais les hommes c'est comme ça, les femmes c'est comme ça, voilà, c'est normal, voilà, de normaliser ça, et en plus de le perpétuer, puisque finalement tu vas reproduire, hein, ta mère a pris des coups, toi tu prends des coups, c'est normal finalement, voilà, qu'il n'y ait pas un moment de stop. Et le stop, c'est quand elle est justement en confrontation avec le chef de famille, le père, et qu'elle décide de lever le poing et de dire non, je suis le chef de famille et pas la mère abandonnée. Voilà, c'était le petit... voilà, je veux dire, merci pour l'espoir que tu donnes dans le roman par rapport à ça. Et pardon, j'en profite parce que Sophia, tu me tends la perche par rapport à ce que je voulais dire avant. C'est qu'il y a même une triple peine. Dans votre livre, Samira, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de... C'est une femme neutre, on va dire, et c'est vrai qu'on s'y reconnaît, on peut totalement se projeter. Mais moi, j'ai envie de dire, je suis d'origine maghrébine, je suis d'origine algérienne. On a peut-être aussi une triple peine, c'est-à-dire que culturellement, qu'on le veuille ou non, chez nous, culturellement, c'est très, très puissant, le patriarcat, encore d'autant plus sur des jeunes générations qui sont les nôtres. Moi, j'ai une quarantaine d'années, je suis de 79. Et bien, quand je compare avec des amis à moi, on peut avoir les extrêmes, enfin vraiment, pourtant on a grandi en France, sous la laïcité, etc. Et c'est ce que vous disiez, Sophia, c'est que derrière, voilà, mais moi ça va pas avec mon mari, je vais me séparer. Non, chez nous ça se fait pas. Il faut patienter. Et puis si on avait toutes fait comme vous, on se serait toutes séparées et vous auriez tous été des enfants issus de familles divorcées. Et j'adore Samira parce qu'à un moment dans votre livre vous écrivez, et ça j'ai adoré, c'est que, alors attendez, où je le retrouve, à un moment vous dites, de toute façon, on ne donne pas le droit à ces femmes-là, on ne leur donne pas le droit qu'elles devraient avoir parce que sinon tout le pays divorcerait. Et là, ça m'a mis une claque. Et j'ai dit, mais c'est tellement vrai. S'il y avait l'autonomie financière pour les femmes, voilà, merci Sophia. Je l'avais noté, j'ai pris un tas de petites notes, etc. Et ça m'a frappée en me disant, mais ouais, pour des tas de femmes qui sont, comme vous dites, Sophia, sous la violence, sous beaucoup de choses, ou même sans, hein, je veux dire, si on avait l'autonomie financière et justement l'équité par rapport à la prise en charge, la responsabilité de l'enfant,
Eh ben ouais, moi je suis persuadée que allez, les 2 tiers de la France seraient divorcés. 2 tiers des femmes françaises seraient divorcées, clairement. Avec un travail peut-être ensuite pour nous réconcilier avec tout ça. Mais dans un premier temps, ça serait violent, je pense. Enfin, c'est mon point de vue personnel. Oui, effectivement, je joue un peu avec la provocation parce que je trouve qu'elle est créative et elle est intéressante. Et si on remettait tout en question, et si effectivement tout le monde divorçait, mais qu'est-ce qui se passerait? Et même à un moment donné, l'héroïne part un petit peu dans un grand délire où elle téléphone à son amie, puis elle dit, mais de toute façon, il faudrait que toutes les femmes trompent leur mari pour que d'un seul coup, ce serait la plus grande révolution à faire, ce serait un grand service rendu à l'humanité pour libérer aussi l'homme de sa toute-puissance, qui est enfermante aussi pour elle. Donc, c'est ça la force de la fiction, c'est qu'on peut partir dans des délires, et j'ai un côté comme ça où l'imagination me plaît. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est que de quoi est-il question en fait dans ce roman? En l'écrivant et en observant autour de moi, je me suis dit mais c'est pas possible. Ce dont il s'agit ici, c'est qu'on vient parler de la puissance de la femme. C'est-à-dire que la femme ne sait pas, elle ne sait pas du tout à quel point elle est puissante. Et j'ai l'impression que tout un tas de choses ont été organisées pour contenir cette puissance. La puissance de son corps, la puissance sexuelle de cette femme, son intelligence, son esprit, etc. Donc, elle est perçue par le patriarcat comme potentiellement concurrente. Et je vous invite à lire le très beau texte qui vient d'être édité, les lettres à un jeune poète de Rilke, qui est un poète qui dit viendra peut-être un jour où l'homme et la femme cesseront de se voir comme des concurrents, mais plutôt comme un frère et une sœur qui ont un même destin. On n'en est pas encore là. Les choses ont été organisées en mettant en concurrence homme-femme, et c'est toujours très délicat dans ce roman. J'ai vraiment essayé de faire attention à ne pas opposer homme, femme, on est un peu bloqué par le langage, puisque ce sont ces thèmes-là, enfin, ce sont ces mots-là qu'on a. Mais on peut doucement, à la fin du roman, effectivement, j'ai essayé de glisser plutôt les mots de masculin et féminin, et que ce qui est intéressant, c'est que cette héroïne vient récupérer une part de masculin en elle, dont elle avait besoin pour aussi se constituer en tant qu'individu et grandir aussi de cette expérience qui est extrêmement douloureuse, celle de l'abandon, mais qui la force à aller déployer des potentialités qu'elle ne savait pas avoir. S'occuper d'un enfant, H24, travailler, être beaucoup plus rapide, beaucoup plus ferme dans les réunions, c'est ce qu'elle raconte, qu'au fur et à mesure, elle perd plus de temps, voilà. L'enfant, mine de rien, l'amène aussi à ça, à gagner en puissance et à reprendre sa part tout doucement masculine. Et d'un autre côté aussi, l'homme, petit à petit, n'a pas d'autre choix que d'aller tout doucement, mais encore une fois, c'est parce qu'il... C'est quand il le souhaite, par contre, lui, c'est au bon vouloir. C'est ça qui est un peu dramatique, et c'est pour ça que je pense que seule la loi peut nous y conduire. C'est juste, il faudra avancer plus pragmatiquement sur des lois, il peut plus y avoir d'impunité pour des hommes qui ne prennent pas en charge, qui donnent naissance à des enfants et qui abandonnent femmes et enfants, c'est plus possible. Par contre, dans le roman, ce qui se passe, c'est que l'homme va aussi déployer une part plus féminine, entre guillemets. Et la question que je me pose, que l'héroïne pose dans le roman, mais que j'avais envie de partager avec vous, c'est comment serait le monde si les hommes, sur plusieurs générations bien sûr, si les hommes prenaient l'habitude de s'occuper d'un plus fragile qu'eux, exactement ce que font les femmes. Nous n'avons pas eu le choix dans l'histoire que d'apprendre à s'occuper des plus fragiles. Si bien qu'on a organisé le monde en prenant en charge complètement la question du soin. Et l'héroïne dans le roman le dit, les femmes se refilent la patate chaude entre elles. Alors c'est la nounou, c'est la belle-mère, d'ailleurs elle-même se met en marche pour aller chercher la belle-mère qui a raison et qui l'envoie balader en disant mais t'es pire qu'un homme, en fait, tu crois vraiment que je vais faire... Enfin voilà, que je vais... Donc les femmes se refilent la patate chaude entre elles, et organise tout un système d'infirmières, de nounous, des femmes de ménage, etc., qui du coup arrange le système, puisque les hommes ne prennent pas part à cette organisation de charge mentale. Donc on les délègue, c'est pour ça que les femmes riches s'en sortent mieux, mais ça masque le problème. On ne le règle pas au fond. Et j'ai vraiment la conviction que notre époque a ce visage-là, aussi parce que les femmes ne sont pas assez présentes dans l'espace public.
c'est pour ça que je dis c'est beau que ce soit aujourd'hui qu'on fasse notre rencontre pour aller ensuite aller dans l'espace public. Et je pense qu'on est vraiment privé de la contribution du travail des femmes, qu'elles soient directrices de lieux, PDG, je ne sais pas, qu'elles organisent des choses, parce qu'elles n'auront pas la même façon, à mon sens, de gérer une entreprise et autres. C'est un changement de paradigme qu'on nous demande, parce qu'une femme, genre féminin, peut aussi avoir une façon très machiste de diriger une entreprise. C'est pour ça que c'est beaucoup plus profond, à mon sens, le travail qu'on a à faire, il est beaucoup plus loin. C'est un véritable changement de paradigme, et d'accueillir aussi la vulnérabilité de l'homme. Et ça, est-ce qu'on est capable de le faire aussi? Oui, effectivement, ce que tu dis par rapport au rôle entre les hommes et les femmes, j'ai quand même l'impression que les femmes sont là pour compenser les manquements des hommes, que le féminin est là pour combler en fait le manque d'activité ou le manque de prise en charge des hommes. Les femmes sont occupées, pour moi, le titre, il est assez ambivalent parce qu'elles sont occupées à s'occuper des autres, finalement, à tous les autres sauf d'elles-mêmes, et aussi elles sont occupées, donc peu disponibles. Donc est-ce que c'était intentionnel d'avoir ce titre qui est assez ambivalent finalement? Donc finalement on y met ce qu'on veut? Oui, et puis il y a aussi une dimension guerrière, elle est occupée au sens assiégée, c'est-à-dire qu'elle est assiégée par effectivement des affaires qui ne la concernent pas directement. Et oui, l'héroïne, quand je le disais tout à l'heure en préambule, j'étais marquée par le fait que les femmes n'aient pas le temps de lire. C'est pas lire comme divertissement uniquement, c'est aussi le fait de nourrir un monde intérieur. Et l'héroïne le dit dans le roman, mais elle invoque à un moment donné Virginia Woolf, l'autrice, en disant mais d'où vient que la femme, dès lors qu'elle est en couple, elle ouvre ce monde intérieur et tout le monde peut venir se servir. Là où l'homme va garder son espace à lui, va continuer. Donc il va continuer à produire, à contribuer, à travailler, etc. Là où l'espace intérieur de la femme est ouvert à tout le monde. Alors les patrons, les maris, donc les amants, les enfants. Et ce monde-là à elle, ce que dit Virginia Woolf, c'est qu'il faut avoir une chambre à soi. Quand on veut être écrivaine, en fait, c'est ce qu'elle dit, hein, pour un espace à penser. Et je dis, mais cet espace-là, c'est pas forcément une chambre réelle, ça peut être aussi une chambre imaginaire, juste un espace. Il faut continuer à converser, continuer à lire, continuer à échanger comme vous le faites actuellement, continuer à avoir une vie intérieure. C'est vraiment précieux et fondamental parce que c'est à ce moment-là qu'elle existe en tant que jeu et non pas comme sujet relatif. La femme d'eux, la mère d'eux, etc. Continuer à rester individu, c'est pour ça que j'aime l'écriture, c'est un combat. C'est un combat parce que l'héroïne le dit, il y a des étiquettes toutes prêtes. La bonne mère, la bonne épouse, il y a plein d'étiquettes toutes prêtes dans lesquelles la femme n'a plus qu'à se glisser, mais qu'est-ce qu'elle veut être vraiment? À quel endroit elle a envie de contribuer au monde? À quel endroit elle a envie de participer? Et c'est pour ça que cette héroïne se bat. Non pas seulement, c'est un beau combat parce qu'elle le mène seule contre tous. Et effectivement, Ménel, tout à l'heure, vous disiez que on n'était pas forcément aidé par les parents, par d'autres qui peuvent parfois renvoyer systématiquement au rôle préétabli de la femme. Mais est-ce que nous avons eu l'occasion de créer en fait la femme que nous avons envie d'être, que chacune a envie d'être? C'est une recréation totale qu'il faut faire pour chacune. Mais les étiquettes prédécoupées existent et il me semble que le capitalisme a largement aidé à construire l'idée de la superwoman, c'est-à-dire on va régler le problème. Pour régler le problème de l'égalité homme-femme, il faut que la femme soit une superwoman, il faut qu'elle réussisse à tout faire, qu'elle soit belle, sexy, entreprenante, etc. Et puis de temps en temps, il faut qu'elle se repose un peu et aille au spa, se reposer. Mais structurellement, ça ne va pas changer les choses. Et c'est pour ça que je suis toujours inquiète qu'on travaille en surface, on en parle, mais que structurellement, ce sont des postes à responsabilité qu'il faut aller chercher. C'est tout ce travail-là qui est nécessaire à prendre, mais ça suppose une vraie responsabilité et de réorganiser les choses autrement. Et du coup, là, j'ai quand même la conviction que de ce point de vue-là, les hommes auraient à gagner. Et je pense que eux aussi, sur plusieurs générations, s'ils prenaient l'habitude de s'occuper de plus fragiles qu'eux,
le monde dans lequel on vit aurait pas du tout le même visage. Je désactive à chaque fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais juste intervenir parce que je ne sais pas si non, dans mon portrait, on n'en parle pas trop, mais moi, je suis une femme comme une autre, mais je m'investis un peu politiquement. Je suis une élue municipale. Alors, en plus, j'ai lu dans ton livre, à un moment, tu fais de la communiste. Voilà, je suis communiste en plus. Alors, bon, c'est pas tant pour parler des questions politiques, mais plus pour parler de la place de la femme dans les rangs où elle est trop souvent absente ou très peu présente. On va dire plutôt très peu présente. Notamment, alors on a parlé dans le foyer, hein, dans l'entreprise familiale, surtout sur la place politique. Et sur la place politique, enfin ça je le dis et j'arrêterai jamais de le dire, tant qu'on n'aura pas une égalité de présence sur la scène politique de femmes autant que d'hommes, au moins à ce niveau-là, ça ne bougera pas. Et d'ailleurs, le monde va mal, tu as raison de le dire, Samira. Le monde va très, très mal aujourd'hui, ça va de pire en pire. Enfin, moi, je trouve que c'est très, très inquiétant là où on va. Et c'est peut-être justement ce manquement. On a tellement été occupés à autre chose que finalement, on n'a pas été là où on devait être. Donc oui, c'est la faute à nous, c'est la faute aux hommes qui nous ont imposé aussi, mais c'est la faute à l'humain qui s'est construit comme ça et qui a fait qu'on n'a pas pris notre place. Il faut la prendre, cette place. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'homme se dégage et te laisse. On n'est pas l'un contre l'autre, mais on doit être l'un à côté de l'autre. Et je pense qu'à un moment, il faut arrêter de vaquer un peu partout et de prendre sa place. Donc là, sa place pour moi sur la scène politique, c'est hyper important parce que c'est là où les grandes décisions se font. Les décisions économiques, politiques, sociétales en général, sur tout ce qui se passe. Notamment, par exemple, la question de la violence des femmes. La violence à l'égard des femmes. Tant qu'on n'aura pas assez de femmes sur la scène politique pour faire bouger les quilles, ça ne bougera pas. Franchement, ça ne bougera pas assez. Parce que qui mieux que nous pouvons comprendre la violence quand elle est subie et comment lutter contre elle. Il faut des moyens. Ce n'est pas des paroles, c'est des moyens qu'il faut mettre en place. Et ne serait-ce que par rapport… donc déjà, je parlais de la politique. Et puis, je voulais faire une référence, par exemple, à Ségolène Royal, qui s'est… je ne suis pas là pour dire on vote ceci ou on vote cela, mais de dire que c'est une femme qui s'est présentée pour être présidente de la République en France, pays qui est quand même très macho sur la scène politique, et qui, quand elle s'est présentée, je pense que tout le monde va savoir de quoi je vais parler, de la fameuse phrase, je crois que c'est Fabius, je ne sais plus, enfin c'est un homme politique qui lui avait dit, maintenant que tu vas te présenter pour être présidente de la République, qui va s'occuper des enfants. Ben voilà, c'est ça. Tu as raison, Samira, il faut changer des choses, il faut redistribuer les rôles, que l'homme reprenne un peu plus de place pour soigner, et nous, autre chose, prendre un peu plus de manettes pour décider. C'est vrai que ça suppose une grande responsabilité de la femme, de chacune. Et bien sûr, c'est pas quelque chose de toujours facile parce que c'est un peu ce dont je parle dans le roman, c'est qu'est-ce que ça coûte à une femme de travailler, et ça lui coûte, c'est ça le grand paradoxe. Ça lui coûte financièrement, notamment pour l'héroïne qui est maman solo, c'est-à-dire de faire garder les enfants, etc. C'est quand même incroyable. Travailler coûte. Ça lui coûte moralement, ça lui coûte dans des choix de vie. Donc des femmes, comme dans mon roman, on voit une femme qui n'a pas eu d'enfant parce qu'elle s'est consacrée à sa carrière, d'un point de vue familial, le jugement, etc. Donc quel coût, combien ça coûte la liberté d'une femme dans un premier temps, mais aussi quel prix on paye collectivement. Ça, on ne le voit pas encore assez, je pense. Et effectivement, ça suppose une grande responsabilité, ça suppose que des décisions différentes soient prises, pourquoi pas sur les mêmes modèles qu'en Norvège, c'est-à-dire une véritable politique familiale. Il pourrait y avoir davantage de crèches en entreprise. Enfin, on pourrait inventer, mais je pense que c'est un choix profond de société. C'est pour ça que nous sommes effectivement absentes des instances de décision. Et ces décisions se font sans les femmes. Quand on voit qu'il y a
que quand même, il y avait très peu de femmes romancières reconnues, il y avait davantage d'hommes, c'est aussi problématique. Il y a un travail formidable de recherche qui est en train d'être fait pour remettre en lumière le fait que les femmes aient co-contribué à des recherches scientifiques de leur mari, dans l'histoire, avec tout l'apport qu'ont fait les femmes, c'est considérable, c'est important, parce que tout démarre par un imaginaire, tout démarre par l'imagination. Et quand on se rend compte que 80% des films que l'on voit proviennent de romans, écrits principalement, toute la fiction écrite principalement par des hommes, nous avons dans l'imaginaire, nous sommes marqués par cet imaginaire-là. C'est pour ça que c'est précieux, effectivement, d'aller aussi chercher dans la littérature féminine, d'aller voir des femmes de réalisatrices, parce que ce sont d'autres réalités auxquelles nous pouvons avoir accès par l'imaginaire. Et oui, je peux qu'encourager, je suis toujours très sensible, parce que quand je vois une femme qui va faire de la politique, qui va s'impliquer dans une association, qui va, je ne sais pas, mettre en place une association de parents d'élèves, etc., je vois qu'elles font ça, qu'il y a une conscience du soin, il y a une habitude qui est de prendre soin du collectif, qui est prise et qui s'est, je pense, voilà, installée comme ça dans l'histoire. Et la grande chance de mon héroïne, elle le dit, c'est que sa propre mère ne prend pas ce rôle de belle-mère classique, et que c'est une bonne chose pour elle, parce qu'elle est obligée de rompre avec l'idée avec l'idée que c'est forcément une femme qui va aider, qui doit parer au manquement des hommes, parce que pendant ce temps-là, le monde s'écrit sans la participation des femmes, tout simplement. Mais j'ai juste une remarque, Samira, par rapport à ce que vous dites. Il y a quand même, il faut avoir en conscience que pour que les femmes, justement, notamment dans le care, et on parle du care, du soin, où c'est une majorité de femmes, et à l'inversement, tout ce qui est hautement technique, métier plus-value, etc., c'est occupé par les hommes. Les filières sont faites naturellement dès l'école. Il y a des orientations comme ça qui se font naturellement, j'ai presque envie de dire, tellement c'est ancré, et que même dans des matières scientifiques, quand les femmes y vont, elles finissent dans une partie qui est du care quand même. Donc voilà, il y a toujours ce... Et ils expliquaient dans un truc que j'avais lu, c'est que pour que justement il y ait plus de femmes qui soient présentes sur la scène politique, sur d'autres scènes, eh bien, il faut que cette partie d'hommes libère la place et qu'ils aillent dans ce care. Vous voyez, il y a un rééquilibre à faire, où il y a un transfert en fait qui doit se faire du care vers autre chose, et ainsi de suite. Et tant que ça ne bouge pas dans les deux sens, qu'il n'y ait pas ce flux, parce que c'est la vie, le flux, voilà, ben, ça va être compliqué, parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde partout. Donc, et c'est d'autant plus énorme au niveau du changement, où les hommes ont un grand rôle, parce que moi, désolée, mon point de vue perso, c'est que les hommes, ils n'ont rien à gagner à laisser la place aux femmes. Hein. Ils ont tout à perdre de leur statut, J'exagère, parce qu'il y a quand même, ils ont à gagner. Mais j'exagère en disant, d'un point de vue, si j'étais un homme, comme disait la chanson, si j'étais un homme, je vois pas, voilà, si je veux qu'une femme occupe un codir, ben moi qui suis au codir, ben peut-être que c'est moi qui vais devoir laisser ma place pour qu'elle puisse avoir sa place au codir. Vous voyez ? Donc il y a quand même cet enjeu où ça ne se fait pas toute seule, hein, c'est ensemble, et c'est là où je vous rejoins, où il y a vraiment, c'est ensemble qu'on va changer tout ça, et pas... Oui, parce que l'opposition telle qu'elle est entre hommes et femmes, encore une fois, nous induit en erreur, et je le dis, je parle dans le roman, j'essaie de mettre en perspective ce long désert que traverse l'héroïne, avec les batailles collectives qui ont lieu, que ce soit Nuit debout, les Gilets jaunes, la lutte pour les droits civiques, etc. Et souvent, en fait, c'est un miroir, c'est la même chose. Ce que j'ouvre, c'est qu'au final, il s'agit pour ceux qui détiennent le pouvoir de le lâcher, y compris pendant les révolutions arabes, etc. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu limité par le langage. J'ai envie juste, par rapport à ce que vous dites, de lire un petit extrait, si vous me le permettez, où l'héroïne, à la fin du roman, après une manifestation pendant les Gilets jaunes, va rejoindre son amie, et elle lui tend le livre des Black Panthers. Depuis quelques jours, les Black Panthers te disent à peu près ceci. Entre le pouvoir en place et vous, comme entre les hommes et les femmes, rien ne se passera sans violence. Il faudra contraindre, et ce sera dur. Laisser sa toute-puissance derrière soi pour ceux qui la détiennent, cela demande de grandir, et grandir est une violence. Il y aura de la casse de tous les côtés. C'est dommage,
accoucher d'une société égalitaire, ça devrait être simple comme bonjour, comme sur les déclarations universelles. En vrai, ça demande du rêve, de l'acharnement, des pansements, de rien lâcher. En vrai, c'est fatigant. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, il faudra passer par la contrainte, le quota, la loi, et ces décisions-là, comme vous le dites si bien, Manel, ça ne va pas se faire de façon, hélas, spontanée. Enfin, en tout cas, il y en a peut-être qui commencent un peu à voir ou à percevoir que c'est un mouvement nécessaire, et j'aime à dire que nous sommes dans une phase précieuse qui est une phase féministe, et c'est elle qui nous mènera à l'humanisme. Mais nous sommes pour l'instant dans une phase féminisme. Et bien sûr, il y a des résistances en face qui disent oui, mais les femmes, c'est exagéré, etc. Donc, on en a un petit peu assez. Et c'est là qu'il faut réussir à dire mais non, nous sommes dans cette phase-là radicale qui est nécessaire. Et peut-être pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, Menel, au sujet des familles peut-être nées dans des cultures plutôt encore plus patriarcales, maghrébines, etc. Ce que j'avais envie de dire, c'est que c'est vrai que la révolution sexuelle n'est pas passée par là. Il n'y a pas eu la déconstruction de la famille, il n'y a pas eu la déconstruction, il n'y a pas eu la mise en avant du corps, de la liberté du corps, etc. Donc il y a manqué cette phase-là, que ce soit possible. Mais toutes les sociétés passent aussi par ça. C'est ça la belle chance de la diversité, puisque c'est le sujet aujourd'hui. C'est que du coup, des luttes, on hérite de luttes qu'on n'a pas faites directement, mais on en hérite aussi. On peut aussi les prendre pour soi et les mener. Je pense que c'est aussi une belle chance, cette diversité-là. Absolument. Écoutez, on est en train d'arriver au terme de notre live. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y en a une, je voulais juste peut-être les prendre. Moi, je voulais rebondir oui, avec plaisir. Juste sur ce que disait Ménel, sur cette idée de transfert à faire entre le care et peut-être autre chose, une autre vision de l'entreprise, d'autres, les sphères scientifiques, les sphères politiques. Je crois qu'au-delà de cette idée de transfert, c'est aussi l'idée de mettre du care et d'imaginer un autre paradigme, en fait, pour la société, que ce soit au niveau politique ou au niveau même des entreprises. Et que remettre du care dans l'entreprise, c'est imaginer peut-être une entreprise qui prend en compte toutes ces problématiques sociales, sociétales, environnementales. Et finalement, à l'échelle politique, c'est la même chose. Et je crois que les femmes ont aujourd'hui peuvent prendre aussi encore plus leur place, la place qui leur revient, en allant vers ça, en allant vers finalement une société encore plus humaniste en y mettant un peu du féminin pour rééquilibrer ce masculin qui est violent, en fait, qui est oppressant. Moi, je voulais juste faire une remarque, c'est que ce livre m'a beaucoup touchée à titre personnel, mais aussi parce que je côtoie beaucoup de femmes. J'accompagne notamment des personnes qui sont en reconversion professionnelle ou en transition de vie, et majoritairement des femmes. Et toutes sont confrontées à cette réalité qui est décrite dans le livre, même quand elles ne sont pas séparées de leur conjoint. Justement, elles sont finalement elles ont ces croyances tellement ancrées en elles. Ce système a tellement été, tatoué dans leurs cellules qu'elles ont des difficultés à sortir en fait de leur système. Il y a ça. Et puis aussi, elles anticipent toutes ces problématiques de garde, ces problématiques financières, ces problématiques aussi de regard que la société porte sur elles, ce qui fait que ça les freine et elles n'osent même plus finalement oser rêver. Et c'est ce que j'ai aimé avec l'héroïne, c'est qu'elle, dès le départ, elle ose vouloir se réaliser à la fois dans sa vie professionnelle, dans sa vie de femme, mais aussi dans sa vie créative, dans son envie de créer quelque chose avec le théâtre, avec tout son imaginaire. Et c'est intéressant parce que peu d'ouvrages en fait abordent ça, comme ça, de façon aussi complète. Donc merci pour ça et je vais conseiller l'ouvrage à toutes les personnes, toutes les femmes que j'accompagne. Oui, alors effectivement, il faut le conseiller, il faut dire aux femmes de prendre le temps de lire, même si c'est un livre par mois. Je pense que c'est important aussi de nourrir son espace intérieur, de prendre le temps aussi de se poser les bonnes questions, parce que ces prises de conscience permettent justement
sortir du carcan, d'aller vers plus de sororité. Et nous, à Femmes et Diversité, on encourage la lecture de livres de femmes, de préférence de toutes les diversités, bien entendu, parce que c'est l'objet de l'association. Alors, le mot de fin te revient, Samira. Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces femmes qui sont occupées? J'ai envie de leur dire vraiment le fait d'avoir choisi une héroïne qui est en situation monoparentale, pour moi, ce n'est qu'un miroir grossissant, en fait, de ce qu'on attend de la femme contemporaine. Une fois seule avec des enfants, mon héroïne se rend compte que c'est véritablement ce qu'on attend de la femme d'abord. Moi, j'ai envie de dire, ne lâchez pas vos rêves parce qu'ils sont précieux. Ils sont vraiment précieux pour la société, pour qu'elle se construise autrement, pour soi, bien sûr, en tant qu'individu, pour se construire, mais aussi parce qu'ils viennent apporter une façon de vivre, de construire, qui est précieuse. Après, j'ai aussi conscience que les choses changeront uniquement parce qu'il y aura du collectif. Donc, se rassembler, créer des groupes, comme un peu l'héroïne le fait à la fin du roman, se renseigner sur des choses qui existent à 2 pas de chez soi. Je crois beaucoup à ça. En tout cas, merci beaucoup de votre invitation et de votre écoute. Merci beaucoup, Samira, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toutes d'avoir participé, d'avoir répondu présente. Juste un dernier mot avant de couper, parce qu'il faut qu'on aille à cette manifestation, c'est important. Le prochain livre, c'est le livre de Fatima Wassak, pour rester dans le thème des femmes, la puissance des mères, que j'ai eu l'occasion de feuilleter un peu. C'est le prochain livre, donc parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à aller l'acheter. Et faisons en sorte à ce que ces femmes contemporaines, écrivaines, qui sont investies pour nous amener à nous interroger, soient mises en lumière et qu'on leur donne la parole, même si c'est qu'une heure par mois. Merci beaucoup à tous. Merci. À très bientôt et merci encore. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Merci. À bientôt. Hop. Ben, je vais couper l'enregistrement.